Bonjour et bienvenue dans votre émission Livre Espresso. Bonjour. Aujourd'hui, on fait une exploration assez particulière basée sur Perception de Magali Rivière. C'est un récit personnel, vous allez voir, très intense. Oui, tout à fait. Ça parle de la perte de ce qu'elle appelle son jumeau. Il est décédé d'un cancer après 20 mois de lutte, je crois. C'est ça. Et leur lien conscient, en fait, n'avait duré que 22 mois. C'est très court et très fort. Exactement. Et ce qui nous intéresse, ce sont les expériences, disons, hors normes qu'elle décrit après son départ. Des perceptions vraiment étonnantes. Mais oui, l'objectif ici, c'est d'essayer de saisir l'essence de ces expériences. On parle de visions, de songes très spécifiques, de sensations qu'elle nomme incorporation, et aussi de synchronicité. Tout ça, ça défie un peu notre compréhension habituelle du deuil, et ça nous pousse à interroger la conscience, le lien, au-delà de la présence physique, quoi. Oui, cette idée de lien qui perdure est centrale. Et un truc qui m'a frappé tout de suite, c'est sa distinction très nette entre les rêves classiques, souvent un peu angoissants, Oui. et ce qu'elle nomme les songes. Pourquoi c'est si important pour elle, cette différence? Alors, c'est vraiment fondamental dans son témoignage. Pour elle, les songes, ce n'est pas juste rêver. Ce sont des rencontres lucides, avec une énergie très particulière. Lucide? Oui, lucides, dans le sens où il y a une conscience mutuelle. C'est ça le point crucial. Elle sait qu'il est décédé, lui sait qu'elle est en train de rêver, et surtout, chacun sait que l'autre sait. Ah oui, d'accord. C'est complexe. C'est ça, et c'est cette lucidité partagée qui, pour elle, transforme le songe en une vraie communication presque télépathique. Elle les vit comme des cadeaux, des moments porteurs de messages positifs, d'énergie. Vous avez un exemple, Sam? Oui, il y en a un assez marquant, un songe où il lui dit quelque chose comme 3 semaines d'absence. Et en fait, ça correspondait pile aux 21 mois écoulés depuis son décès. 3 semaines, 21 mois, 7 fois 3. Ah oui, c'est troublant. Très troublant, oui. Une coïncidence temporelle qui l'interpelle forcément. Cette conscience mutuelle, ça défie vraiment nos cadres habituels de pensée et ça ne s'arrête pas au songe, si j'ai bien compris. Elle parle aussi d'expériences physiques très fortes, les incorporations. Exactement. Des moments où elle décrit la sensation d'être, je cite, deux âmes dans un seul corps. Carrément. Oui, un flux d'énergie très puissant qui la traverse. Ça survient souvent après des moments émotionnellement très forts, par exemple en quittant l'hôpital après leurs derniers mots échangés. Et les faits, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ce qui est notable, c'est que ça apporte un soulagement quasi immédiat, physique et psychique. C'est très important pour elle. Mhm. Et elle insiste beaucoup là-dessus, ce n'est pas une possession. Elle réfute ce terme. Pour elle, c'est un partage, une unité retrouvée momentanément. D'accord, elle fait bien la différence. Ce n'est pas une perte de contrôle, mais une rencontre. Voilà, c'est une rencontre, pas une dissociation ou une dépersonnalisation. C'est très clair dans son esprit. Donc la communication et même la présence peuvent transcender le corps physique dans ces moments très intérieurs. Est-ce que ça se manifeste aussi à l'état de veille dans le monde extérieur? Absolument. Sous deux formes principales, d'après ce qu'elle décrit. D'abord, ce qu'elle appelle les étincelles de conscience. Les étincelles de conscience, oui. Oui, ce sont comme des messages reçus télépathiquement. Mais ce n'est pas juste l'information verbale, ça véhicule aussi l'émotion, l'humour, le caractère même de son jumeau. Ah oui? Tous les temps intérieurs liés au message, en somme. C'est ça. Une transmission complète, multidimensionnelle, et toujours avec cette fameuse conscience mutuelle. Il sait que j'ai conscience qu'il a conscience. C'est assez vertigineux. Difficile à imaginer. Elle donne un exemple concret? Oui, elle raconte par exemple avoir ajouté une phrase spécifique à une lettre qu'elle écrivait. Et au moment de l'écrire, elle a ressenti son état d'esprit à lui, son trait d'humour particulier, comme s'il la lui avait soufflé avec toute sa personnalité. C'est fou. Une transmission d'une richesse incroyable. Et l'autre forme de manifestation éveillée? Ce sont les visions éveillées et les synchronicités. Pour les visions, ce sont des images claires qui lui apparaissent dans un état détendu, mais bien éveillé. Comme quoi, par exemple? Elle décrit avoir vu un cercle très coloré, vivant, qui symbolisait leur lien, le nous. Ou une autre fois, voir son jumeau se relever de son cercueil, mais rayonnant de santé, plein de vie. Waouh! Et les synchronicités? Ce sont ces coïncidences significatives. Exactement. Des coïncidences chargées de sens personnel. L'exemple le plus frappant, peut-être, elle est au travail le jour de son premier anniversaire après le décès de son jumeau, et une collègue, qui ne sait rien, lui montre sur Internet la couverture d'un livre, Oui? qui est précisément le livre que son jumeau lui avait offert pour son anniversaire l'année d'avant. Le même livre, le même jour. Incroyable! La collègue n'en savait rien. Absolument rien. Pour l'auteur, c'est un signe évident, une synchronicité pleine de sens.
Comment elle arrive à intégrer tout ça, hein? Comment elle donne du sens à ses expériences, surtout en lien avec leur relation qui était très forte. Il était aussi son sensei en arts martiaux, c'est ça? Oui, c'est un contexte important. Pour elle, toutes ces perceptions, songes, incorporation, vision, synchronicité, ce ne sont pas juste des mécanismes de défense psychologique face au deuil. Non, elle les vit comme réelles. Voilà, elle les vit comme réelles, comme des preuves que le lien perdure. Et c'est ce lien maintenu qui donne un sens profond à la souffrance immense de la perte. Ça transforme sa vision de la vie, de la mort, de la conscience. Et ça l'amène à rejeter certaines idées parfois entendues sur le deuil. Tout à fait. Elle rejette fermement, par exemple, l'idée culpabilisante que le chagrin des vivants pourrait nuire aux défunts, ou encore la notion un peu simpliste du choix de l'âme pour expliquer la maladie ou une mort prématurée. Qu'est-ce qu'elle met en avant alors? Pour elle, si choix fondamental il y a au niveau de l'âme, c'est celui d'aimer. Aimer au-delà de la souffrance, au-delà de la séparation physique. Son vécu, ses perceptions priment sur les théories générales ou parfois réductrices. C'est clair que ces expériences soulèvent des questions vertigineuses, hein, sur la nature de la conscience, sur le temps, sur les frontières entre les êtres. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale. Et si la communication la plus fondamentale, la plus intime, finalement ne dépendait ni des mots, ni même de l'incarnation physique? Hmm. Si elle passait par une autre voie, une sorte de résonance directe de conscience à conscience. Une communication au-delà du connu? C'est un peu ça. D'ailleurs, l'auteur décrit ces moments de contact intenses, ces perceptions, comme un retour à la maison, un lieu d'évidence absolue, de paix, d'harmonie intérieure retrouvée. Ça laisse songeur. Absolument. Ça ouvre des perspectives immenses. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter et de nous proposer des livres que vous aimez. Et à la prochaine.